Gros dénonciation faite là sur qui catégorie de moun et sous qui gens pour yo joindre tout moun qui touye Eric Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, gros déclaration ça yo faite par Stanley Lucas jodi Ralet Chesbawa ou pral tande causer. Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'objet qui côté on recevoir nous fournir encore une fois entrer la cao nous porter pour toute nouvelle qui dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, on a parlé avec vous là. La police a assuré et transport et puis distribution combustible dans les stations de combustible, non seulement dans les stations de combustible, mais tout dans l'hôpital, tout côté qui besoin de gaz pour fonctionner comme ça doit dans le pays d'Haïti. J'en ai annoncé au matin, le gouvernement a annoncé un plan là, puis a commencé à distribuer gaz là. Premièrement dans l'hôpital, deuxièmement dans l'entreprise publique, et puis dans l'usine qui stratégique. Après, il y a aller dans les stations de service qui donc yo retenu là entre 10, 11 avec 12 non mois, ça veut dire à partir de jeudi cap vini là pour commencer à distribuer gaz là dans pompe gasoline, mais pour le moment camion commencé sortir dans terminal Vareux Jean Abgadili là sous gros dispositif sécurité la police al ravitailler avec gaz l'hôpital bureau l'état avec l'autre institution qui pas qu'attendre, mesdames et messieurs. Donc, si nous comprenons bien là, d'ici la semaine prochaine, situation li pral normaliser dans ça qui gagne avec distribution et puis vente de carburant dans le pays d'Haïti. En tout cas, c'est un gros pas qui fait. La grande question, est-ce que la police d'Ilia, c'est lui-même qui vraiment avec force moyenne débloquer terminal Vareux qui permettre gros pas à fait et qui pourra permettre l'école reprendre droit dans le pays d'Haïti, qui pourra permettre tout l'autre activité commerciale reprendre droit, qui pourra permettre de l'eau potable retourner distribuer correctement et qui pourra permettre soulager crise humanitaire qui a été provoquée par pénurie de gaz dans le pays depuis plus passé un mois. Est-ce que c'est Barbecue qui a décidé et de concert avec G9 libérer gaz là? Ça a prêté comme un gros point d'interrogation. En tout cas, nous battons bravo de part et d'autre pour la police et puis tout pour Gagnon qui a décidé là, fait une trêve qui a libéré gaz là. Nous lit note ça que la police a peine sorti là. Jean Lité prend engagement, la police nationale a commencé à faciliter l'opération distribution gaz là dans niveau terminal Vareux jeudi mardi 8 novembre là. Gain plusieurs tankers qui arrivé sorti sous gros escorte policier pour aller remplir pompio qui doit démarrer distribution yo bail consommateur yo dans jour cap vigno résultat ça. C'est fruit en pile bataille la police fait avec un groupe armé qui pensait yo ka toujours kembe zone ça en otage grâce à un nouveau blindé l'état haïtien te commandé et puis vient renforcer capacité opérationnelle unité spécialisée tant que SWAT UTAG, UDMO, SIMO, Boyd, BRI, DCPJ. La police rive reprend contrôle espace ça. Unité Angelo dans PNH là te travaille en pile pendant dernier jour ça yo pour boucher trou bandi yo te fouillé pour empêcher gaz là sorti. N'a rappelé la police te détruit complètement tracteur ça bandi yo te kon utilisé pour ça et puis opérateur qui te kon conduit là mourir dans échange coup d'armes pendant opération yo malgré nous gagné blindé qui tombé en panne dans opération yo avec toute qualité mauvais rimet. Ça pas décourager la police là à continuer à consolider présence li dans périmètre Vareux pour empêcher bandits prendre contrôle espace et stratégique ça. La police pas bouquet solliciter support population non ba y a information qui capable aider à arrêter tout bandit armé qui prend plaisir dans kidnapper moun, fouiller trou ak bloquer route pour empêcher l'école ak business fonctionner comme ça doit. Pendant même y a volé gaz là dans terminal là pour vendre li tête nègre sous marché informel là. Ça c'est une note que la police publié mesdames et messieurs et effectivement j'en regarder dans image là, c'est comme ça gaz là sorti dans terminal Vareux.
Yon lot pa, la police nationale d'Haïti libéré hier lundi 7 novembre yon dame que bandit te kidnappé et puis séquestré depuis 3 jours dans yon kay dans zone Thomasin 25. La police arrêté pendant intervention ça, citoyen ça qui a regardé dans image là et puis saisi yon pistolet calibre 9 mm qui rejoint sous cabane monsieur et bientôt ça qui fait prison déjà, li te gen mission pour lui surveiller otage là. On nous suivre un extrait dans déclaration présumé kidnappé ça qui t'a répondu une question à la police. Comment elle est? J'aime ça et pour ça met les. Madame non. Depuis combien de jours au Québec dans l'otage de là? Bon, il y a pas ça dans le milieu. OK, mais c'est au Cap Civil dans là. Si on doit procéder mesdames non, on doit garder comme nous mais c'est vous même qui Cap Civil? Pas si bien parce que Cap Civil pour combien de fois vous avez fait job ça? On a fait job dame non quand il donne job ça. Est-ce que j'aime ça met les? Madame. Comment le faire non mais où? Non même non madame non. OK. Et ouais j'aime non mon pas comment le faire non. Ça m'a pas non mais. OK, j'aime pas pour. Non pas ça non mais. Ou pas reconnaître j'aime ça? Non. Ou pas j'aime ça dans là? Non, est-ce que ça n'a pas dans le cas côté? Bon, c'est dans le balcon même OK. Mais sous cabane nous on ça. Sous cabane moi. Dans la carte même si mon OK, vous êtes dans prison là ouais? Oui. Combien de temps fait dans prison? Et dame ça mettre dame dans la prison ça va Oui. Et dans prison reconnaître lui? Oui. Combien de temps fait pénitentiaire? 10 mois. Merci. À présent, mesdames et messieurs, m'a invité à attendre une après l'autre intervention Stanley Lucas qui t'a parlé sur antenne Radio Caraïbe côté que monsieur t'a fait une belle réflexion là côté que l'État a posé question pour qui ça les États-Unis d'Amérique pas sanctionner moun qui touye Jovenel yo, pour qui ça les États-Unis d'Amérique selon Stanley Lucas pas sanctionner oligarque corrompu. En tout cas, Stanley Lucas, ou connaît style li déjà, monsieur fait un pile gros déclaration et puis gros révélation tout fois ça dans interview ça. Nous estimons que c'est important pour tendre avec attention déclaration ça et puis nous allons quitter autour avec un nouveau interview que chargé d'affaires les États-Unis dans le pays d'Haïti, Eric Stromayer li bail encore. Eh bien, fois ça, c'est sur Magic 9, monsieur t'a parlé, li préciser que effectivement, ou du moins li dit ça de manière implicite que oui, il y a plusieurs ministres qui frappés par sanction tout dans le gouvernement Ariel Henry, mais cependant, selon l'ambassadeur, c'est le gouvernement qui connaît qui ça que l'a fait avec ministre si l'a kembe ou bien si l'a continuer travailler avec eux dans le gouvernement. Entendez une après l'autre Stanley Lucas et puis Eric Stromayer. N'a tourné tout de suite. Sécurité ou bien problème terroriste. Et Américains yo toujours et dans la pratique par yo attaquer problème là à la tête. Dans cas pas nous dans le pays d'Haïti, l'autant d'interview chargé d'affaires américain et moi certain yo comme ça parce que yo ont capacité d'information et le regarder livre que responsable l'enseignement intelligence Nations Unies écrit dans le pays d'Haïti qui est les zombie phases qui écrit les Max Kill blanc yo connaît que en Haïti ta insécurité a gen 4 étages. Premier étage a gen gang yo, deuxième étage là gen officiel qui dans gouvernement, leader politique, juge, commissaire gouvernement, membre CSPJ qui a gen gang pourquoi ancien parlementaire qui dans gang, ça c'est deuxième étage là. Troisième étage là, il y a un diplomate corrompu qui dans gang, il y a ancien président oligarque, c'est oligarque qui met gang yo. Et puis dans quatrième étage là, ou gen élite globaliste corrompu qui besoin d'une voler ça nous gen en bas des pays d'Haïti avec blanc raciste yo. C'est au même cap financier stabilité politique dans le pays. Il y a 15 catégories oligarques, il y a 15 anciens présidents, il y a 3 officiels dans le gouvernement qui n'a gang, il y a 13 sénateurs enfin qui n'a gang, il y a 17 membres CSPJ, juges, à commissaire gouvernement
tap touché dans mes gangs pour laguer ou pour protéger ou gen 32 commissaires dans la police qui protéger activité organisation criminelle fantôme 509 gen 4 policiers qui dans gang à peu près 150 et leader politique qui dans gang gen 8 et chef gang yo 53 n'est en bas dans coup de contre gang gen 2 droits humains qui dans gang gen 3 journalistes qui dans gang gen 4 lobbyistes c'est ça lobbyistes blancs qui dans gang qui protégé gang dans Washington gen 2 l'église qui dans gang gen 20 et puis blanc corrompu globaliste et blanc raciste qui déguerre des gangs à peu près 10. Donc, l'on a déjà écrasé. Monsieur Lucas, donc, on essaie d'aider les gens à comprendre bien des marches ou des chiffres là. Donc, c'est sûr que, ou exact là d'ailleurs, mais maintenant, il faut dire nous qui compte jouer chiffre ça en fonction de qui document, qui rapport, qui ça souillé. Elle tape trop facile, mais qui est sous tap suivre, ça me dit à Johnny, et moi, donc, on s'en bon, déjà bon référence. Et soit le livre là, livre $19.99, il est disponible sur Amazon.com. Son livre responsable intelligence, renseignement, Nations Unies, écrit sur Haïti. Il y a les zombies phases, mon qui écrit le livre là, les Max Kill. Tout oligarque pays et tout le monde qui n'a gang. Même pas les référence, tout non, les 150 policiers qui n'a gang. Oui. Et ça, il y a des chiffres, c'est où qui. C'est parce que dans l'interview, on va nous faire interview, on va pas plus de temps. Oui, non, même quand on est besoin de préciser ça, ça fait oui, mais du chiffre, ça, quand même, c'est eux-mêmes qui viennent avec eux, 150 policiers. Absolument, sont spécialistes. Ces métiers, nous sommes spécialistes en développement politique. Moi, je fais recherche pour nous arriver à la conclusion. Donc, les Américains ont crasé gang lui-même. Ils commençaient par Osama Ben Laden. Qui vont garder ça. Allô? Oui, moi, dis qui ça met Osama Ben Laden. Stanley Lucas, alors? Les crasés Kassim Soleiman. Question que nous devons poser maintenant. Pour qui ça que une volonté systématique de protéger les oligarques qui mettent dans le pays d'Haïti? C'est comme une politique raciste qui a appliqué contre le pays. Moi, je n'ai pas de problème que au moins un petit gang à terre. Je n'ai pas de problème que au moins un deuxième étage là. Nèg yo ka défendre tête yo, mais une volonté systématique que dans tout le président Jovenel Moïse, que dans la lutte contre les gangs. Faut pas oublier Dieu seul. C'est grâce à un accord de sécurité que nous signons avec les États-Unis le 17 octobre 1997. C'est René Préval qui signe un accord de sécurité ça. Il y a des blancs corrompus américains qui servent avec accord de sécurité ça pour infiltrer la police nationale nous et tuer le président nous le 7 juillet. Américains doivent nous réponse à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais chargé d'affaires américains dans le cadre de coopération ça parce que si il y a des blancs corrompus aux États-Unis qui ont servi à un accord de coopération du 17 octobre 1997 qui permet d'y travailler avec la police nationale pour combattre malandrin qui n'a cocaïne, yo pas qu'à servir à ça pour venir tuer le président nous la nous le 7 juillet. Donc ça, moi-même, je n'ai parlé de gang yo. Et pendant le président Jovenel était là, il commande des armes pour la police à l'armée, blanc yo bloqué. Pendant yo bloqué des armes avec équipement pour la police à l'armée, yo qui crée 97% d'armes contre gang yo c'est Florida qui yo sorti. Donc moi-même, dans cadre de coopération avec les États-Unis, qui est important pour nous en tant qu'Haïtiens, et nous voulons bonne coopération avec les Américains, mais la coopération pas qu'à aller à sens unique. C'est dans deux sens pour l'aller. Il y a des blancs corrompus le 7 juillet 2021 qui servi à accord de coopération avec les États-Unis. Ils proposent dire qu'ils viennent tuer le président nous. Et puis, nous, lettre que Félix Badiou sorti là le 21 octobre qui se passait là. Il dit qu'on sait que c'est pas dire, mais c'était plutôt Counter Terrorism Unit, CTU, qui vient tuer le président. Donc moi-même, blanc américain, en tant que conseil de sécurité, minimum l'idoué Haïti, c'est Corée tribunal spécial international pour enquêter sur l'assassinat, même Jean Otefel, dans le cas premier ministre Rafik Hariri du Liban, qui a été tué.
Yo pas voulu faire, il a bloqué depuis à peu près 16 mois. Américain a bloqué le tribunal spécial pour enquêter. Pour qui ça? Américain n'a pas fait appel à sa et la charte démocratique régionale après qu'il y ait une interruption de l'ordre constitutionnel dont le président qui a oublié. Moi-même, et pas moi-même non, regardez, j'en peux pas ici un suspect dans sa cap fait là, on va louche cap fait. On boy pas et sanctionner oligarque 15 à 20 oligarques qui mettent dans le pays d'Haïti, on l'autre boy a essayé de casser faire couvrir ça dans l'assassinat président Jovenel. Il va pas comme ça même. Et je dis là en enquête là dans quel niveau lié sur l'information disposée. Moi-même tout honnête avec nous et juge, c'est une attaque personnelle qui m'a fait pour tout, mais en réalité assez un ministre unité qui était nommé juge ça qui te mettait dans le système judiciaire. Et c'est même l'unité, Ariel Henry, Félix Badio Joseph, John Joel Joseph, qui tout est président de l'association qui a gagné avec tête PHTK, Michel Matéli, avec Kiko Saint-Rémy. Moi, je ne vais pas faire juste ça à confiance. Juste ça à une mission politique. Il n'y a pas qu'à faire enquête là. Il y a une mission très spécifique, font ordonnance définitive, sacrifier quelques boucs émissaires. Je ne sais pas si c'est pour ça Badio sorti, Badio ouais, qui va sacrifier. Pour protéger tout assassin qui tue le président. Je dis à nous qu'on ait un blanc participé, blanc américain participé dans tout le président. Nous qu'on ait un Colombien participé dans tout le président. Nous qu'on ait un Toukien qui participé dans tout le président. Et Madame Lalim qui là, c'était prérequis, premier prérequis pour lutter contre les gangs et pour joindre assassin président Jovenel Moïse. Là, Madame Lalim te doit démissionner, remplacer déjà. Parce que toute catastrophe qui fait dans le pays, c'est sujet devant Madame Lalim. Il faut qu'il remplace Madame Lalim. Le peuple haïtien a perdu sa confiance dans Madame Lalim pour mission que les Nations Unies te bali. Elle dit que Madame Lalim est un rapport en 2020 côté le jour consacré parce que toute gang fédéré son bon bagage parce qu'elle réduit kidnapping à crime de 12% de dans le pays. Qu'est-ce qu'elle fait là toujours cette dame? Donc son prérequis aujourd'hui, Madame Lalim doit partir, elle doit être remplacée si la communauté internationale est sérieuse dans cette démarche en Haïti. Donc moi-même, dans le cadre de président Jovenel Moïse, il est lié clairement avec Gagnon. Elle dit que Gagnon, il commence à tirer la police sous la police pendant le pays là. Contrairement à sa amie qui était là hier, vite l'homme nous senti que dans la réunion pour créer 400 marozois fantôme 509, représentant SDPO était là, dans la réunion. Nenel était là, Rika était là, André Michel était là, dans la réunion pour créer 400 marozois. Donc, il ne faut pas prendre des bêtises. Ce n'est pas dans le pays là que nous servi à pays là pour alimenter les gangs. Oui, nous tapons un bagage pour ça. C'est comme ça que vite l'homme te dit que Nenel Kassi, André Michel, avec l'autre monde aussi, était là dans la création 400 marozois, c'est ça dit? Ariel Henry était là, oui. Ça veut dire que... Je ne vais pas appeler une déclaration comme ça, non, c'est le... Oh! Et tout nèg SDP dans la réunion, avant de tuer le président Jovenel, après de tuer le président Jovenel Moïse. Réunion faite dans El Rancho, faite dans Caribbean Center, et fait avec député qui dans Delma 75 là. Normalement, selon la loi qui existait dans la lutte contre le terrorisme, vidéo ça qui dans l'hôtel, ou pas qu'à effacer, ou pas avant 3 ans. Avec si le commissaire gouvernement a fait une enquête tout bon, ok? À regarder des vidéos ça pour tout le monde qui était dans la réunion ça avant de tuer le président Jovenel Moïse et après de tuer le président Jovenel Moïse Johnny. C'est même genre avec l'assassinat Éric Jean-Baptiste là. L'autre que Éric Jean-Baptiste gon blindé 4 et puis constat d'eau comme ça que c'est des balles 5,56 qui capent ces blindés qui tuent Éric. Son monde qui a une formation militaire qui tue Éric. Moi-même, son green bagay qui manque, qui est-ce qui touille Éric Henry, c'est qui position Éric te gagné dans la réunion sous accord de compromis politique là. Depuis que je vois qui est-ce qui touille Éric, parce que bon livre que l'UNESCO a développé, facile ça. Enquête par hypothèse. Non, dis enquête la facile. Ouais, son bagay qui prend 6 jours pour jouer un assassin Éric. 6 jours, on a fait calcul là. Ça fait ça, mais. On a été DCPJ déjà, ou peut-être d'abord en bourrade. UNESCO écrit. Moi, c'est UNESCO est bien content de guerrier. UNESCO est un bel livre qui relève pour journalistes qui relève enquête par hypothèse. Les bons crimes qui fait,
pour développer 3 hypothèses en fonction de l'élément qui est disponible. Ou prend constat et offert, ou prend environnement crime, ou prend position politique et réunion politique qui participer, ou prend photo qui fait avec Madame Aniga et tout leader politique après crime. Tout ensemble d'éléments, ça permet de développer 3 hypothèses. Par exemple, on n'a pas fait politique seulement, donc il y a l'autre activité personnelle. Bien sûr. Vous comprenez? Ouais, mais photo avec Madame Aniga, bon motif crime déjà, lorsqu'on est qui réfléchit. Et question pour pour des précisions. On va éviter amalgame tout, monsieur Lucas. Pour des précisions sur ça, il ne faut pas comprendre que son information a baillé. Ok? Mettez confusion. Ok, bon. Et nous qui fait crime, on va utiliser Madame Aniga, c'est Madame Aniga, pas au courant. Ok, nous qui fait crime. Parce que cadavre pour qu'on chaud, l'enterrement pour qu'on fait, ou est-ce qu'il KPC fait capital politique sous cadavre là, même monde qui tue même monde qui tue Eric, gardez bien pour eux. Donc c'est pour ça. Non, dis est-ce comme ça. Analysez photo après mon cher. Analyser photo, il y a à peu près 12 photos qui fait. Nous n'avons aucune notion de base en matière d'enquête ou d'investigation. Si vous disposez de nos informations, à partir de ce qui est comme compétence, fournir. Johnny, c'est pour ça. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que Johnny me voit l'Unesco écrit pour journaliste à créer les enquêtes. En attendant beaucoup de livres là, je vous le concède, monsieur Lucas, en attendant beaucoup de livres là, aidez à tout auditoire. Même chose, nous sommes bon paquet d'éléments. Et c'est. Quand nous parlons de photos, nous sommes une équipe de leader politique qui t'a. Est-ce que vous désigner ces assassins, Eric? Sous photo seulement. Il y a son green bagay qui manque moi. Si je joue une information, ça va avancer plus vite et vous pouvez aider dans ça parce que vous avez accès. Et dans ce sens, si je connais qui position, il ne faut pas oublier que Eric Politique fait partie de leader progressiste dans le pays d'Haïti. Monsieur sont multimillionnaires qui gagnent propre. Politiquement, personne ne peut influencer. C'est pour ça que DNP toujours en position, même avec Maniga, il ne peut pas influencer lui. Et Eric Jean-Baptiste n'a pas influencer, il vient tout nos problèmes politiques pour les qui besoin de faire compromission politique. Donc, motif criminel sont motifs politiques liés. Pour y avoir joindre qui est-ce qui touille avec précision, dans la réunion qui fait dans l'après-midi, on va tout là. Qui position qu'il te gagne, je vais chercher joindre Nim pour capable. Soit aider me ça en 48 heures, ma bonne idée. En 2 hypothèses. La contacter DCPJ, là, t'as bon plus de détails. M'attendez là avec un peu d'intérêt. M'attendez là avec un peu d'intérêt, que ce soit sous dossier qui relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ancien président de son État, que ce soit avec assassinat homme d'affaires, homme politique, Eric Jean-Baptiste Lamouré, à ce qu'il paraît où tu as disposé d'éléments assez importants. Mais maintenant, DCPJ, et notamment sur le dossier Eric là, bon enquête de l'ouvrir là, donc elles ne sont pas contactées pour ça, on a partager un ensemble d'éléments, ou même quand on a besoin de biotique, on a parlé. Ok, bon, je réponds, John. Tout élément ça, qui n'a servi à ni moi-même, ni vous-même, ni guerrier, tout le monde capte de là, c'est des éléments publics. Et il y a des autres éléments, pas en tout cas, l'équipe publique. Pour ça, le commissaire gouvernement, pour y convoquer le Codési avec Esaïe César, dans le cas ça, et puis dans le cas président Jovenel Moïse, dans seul Laura, qui t'a annoncé au gal tout le président, il va jamais convoquer. Et ancien sénateur qui t'a dit, président va pas son le 18 novembre, il va pas convoquer. On peut inviter côté Gentan hier, t'es fait menace sur le président, il va pas inviter. Ou pas avec un bagage drôle là, d'accélération qui fait tant. Pour que ça, un leader politique, un parti politique qui est bien important dans le pays, nous, le RDRP, un parti politique respecté, respectable. Ministre de la Justice, en bas en conférence de presse sous crime, le premier ministre qui est le chef du CSPI, c'est chef du CSPN, pas de mot sous crime, frère. Tout ça sont des indicateurs. Il fait tweet pour dénoncer l'assassinat. Un tweet n'est pas une conférence de presse. Dans un pays comme l'autre, où nous essayons de bâtir une démocratie, il n'est pas normal qu'un leader politique de notre pays, aussi important qu'Éric Jean-Baptiste du RDNP, soit assassiné, que le ministre de la Justice et le Premier ministre ne donnent pas une conférence de presse. C'est une insulte aux leaders politiques de notre pays. Bon, ça, non, comprendre ça. Oui, mais toute information, ça a surtout sur ça qui a un rapport avec l'enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse. Là. Soit pas ça, tu as partagé la DCPJ, parce que tu as fait bien à la famille, tout puisque son proche. Tu as avancé plus bien dans l'enquête. Encore, vous êtes une femme très intelligente, ok?
toute information que n'a parlé là, ce sont des informations publiques, vérifiables et vérifiées en public. C'est une question de la façon de les traiter. Étant donné que ceux qui sont impliqués dans l'assassinat du président sont au pouvoir, et le ministre de la Justice qu'ils ont placé au pouvoir, c'est leurs anciens avocats, Berthaud Dorsey, c'est pourquoi il y a des blocages. Vous le savez, Madame Alexandre. Ok, on a conclu, ça mais... Bon, concluant, c'est que pendant toute bagaille ça a fait là, Dieu seul, transfert de richesse, il continue à faire. Ça veut dire qui ça me dit pas là. Pendant soi-disant, nous avons un problème kidnapping, grand goût, la richesse. Oligarques continuent à prendre comme là dans mes peuples là dans gaz là. Ils continuent à prendre comme là dans mes peuples là dans l'huile, dans farine, dans sucre, dans tout ça peuple à manger. Ils continuent à prendre comme là pendant budget l'État, ils ont crasé deux budgets, un budget rectificatif 197 milliards de gouttes, on l'autre budget de 210 milliards de gouttes, transfert de richesse là de oligarques à blanc corrompu à continuer. Ça veut dire que le système n'a pas marché bien là. C'est nous-mêmes en tant que peuple Tinec Nouek pour comprendre ça. Donc, je vous dis, son pays que nous avons bâti. Dans le pays que nous avons bâti, il faut que nous réussissions à bâtir l'État qui a trois pouvoirs qui répondent à besoin du peuple là. Donc, dans le mois qui vient là, dans 14 mois qui viennent là, ou pas plus, nous avons 4 priorités. Première priorité, c'est joindre qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse. Nous connaissons à 95% même les blocages. Si nous pas jouons qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse, monde que va choisir dans la prochaine élection, il y a touillé le même gens s'il décide de travailler pour le peuple là. Deuxième priorité, nous, rétablir la sécurité. Si blanc yo rétablir la sécurité tout bon dans le pays d'Haïti, yo connaît qui ça pour yo faire. Sanctionner oligarques d'abord, de 15 à 20, c'est le problème nous. Pour qui ça n'a pas une politique raciste, c'est Tinec Nouek seulement que n'a sanctionné. Faut le sanctionner tout, oui. Mais jusqu'à présent, son politique raciste, Tinec Nouek, oligarques yo pas moyen. Parce qu'il y a voué comme l'autre bon. Et puis, bah là, mais nous à la police SAM. Blanc, bâti l'armée Kosovo. Blanc, bâti l'armée en Irak. Blanc, bâti l'armée en Afghanistan. Pour qui ça, c'est nèg Nouek, pays d'Haïti, ou pas vle bay SAM. Par exemple, 2 semaines là, Abinader commande des armes à équipement pour l'armée dominicaine qui fait génocide sous nous, qui touille 30 000 Haïtiens en 1937. Il est en jouant des armes liées. Et puis nous, même si nous sommes dans le pays d'Haïti, nous sommes nous vulnérables pour qu'ils faire génocide sous nous. Priorité numéro 3, après rétablir la sécurité. Retourner le pays à l'ordre constitutionnel. Ça peut se faire en 14 mois. Pour que ça n'ait pas parler d'élection encore. Pour que ça ne soit pas accord corrompu pour aller des volets qui a parlé. Le pays a retourné à l'ordre constitutionnel en 14 mois avec la 51e législature, 59e président que le peuple a choisi dans l'élection. Et puis 4e priorité, nous, c'est qui a fait choléra, par exemple. C'est blanc plagué choléra dans le pays. Blanc touillé 10 800 Haïtiens avec choléra qu'il menait dans le pays. La Libye a fait Abissou blanc, ils ont payé 150 blancs que la Libye a fait Abissou, réparation de 1,9 milliard de dollars américains. 10 800 Haïtiens que blanc ont touillé, qui ça y attend, Jean-Bon qui monte dit là, pour payer réparation à 10 800 familles ça yo. Même si vous avez 5 millions par famille, famille a content. L'île pour blanc canadien et blanc américain payer réparation pour 10 800 familles qui choléra bail dans le pays d'Haïti. Pour qui ça n'est pas fait ça? Est-ce que la vie moun noir, Black Lives Matter? Parce que blanc dit comme ça, président Biden dit comme ça que la gourmet contre le racisme systémique dans le monde. Si un pays qui est éligible pour gourmet contre le racisme systémique, c'est le pays d'Haïti. Donc, président Biden va l'autre ça, mais jusqu'à présent, nous avons un département d'État pour qu'on fasse rien pour lutter contre le racisme systémique en Haïti. Moi-même, c'est blanc, m'entendez, et puis me suivre, et puis m'a regardé. Donc, c'est là, nous, donc, la vie chère pour le peuple, qui a descendu. Ariel Henry, gaz la descend de $25 le baril. Loi 6 mars 1995 lundi, depuis gaz la descend de 5% doit baisser. Il était $114 dans le mois de septembre. Aujourd'hui, on a parlé là en novembre, là, $88. Il est pour descendre gaz là sous le peuple là. On espère que tout le monde qui t'attendait là, après nos bagailles,
Merci Jason, merci Johnny, merci Madame Alexandre, bon Dieu béni nous Kembela. Bonjour, monsieur le chargé d'affaires. Bonjour. Bienvenue sur Magic 9, sur le Nouvelliste, sur Télé 20 et même sur Ticket Magazine qui va passer cet entretien. Alors, on va commencer avec la question que tous les Haïtiens se posent. Pourquoi des sanctions des États-Unis maintenant? Je crois que c'est vu la situation que nous vivons ici à Port-au-Prince depuis un bon moment et en Haïti en général. Nous, on a bien regardé les choses et on a décidé qu'il fallait passer, ça prend du temps évidemment avec notre système de justice, à prendre des cas précis, à pouvoir mobiliser le système pour faire des sanctions comme on a fait. Mais on trouve ces sanctions, c'est une façon d'identifier les forces néfastes qui ont mené à la conduite que nous vivons et à essayer de les cibler précisément, à essayer de changer leur comportement et aussi de changer, encourager le comportement d'autrui que peut-être nous, on n'est même pas au courant des détails qui sont aussi partie de cet effort. Comme tous les Haïtiens le sachent et moi aussi, il y a certains éléments, on dit des élites, on dit des acteurs économiques, politiques et autres, qui sont en arrière des confrontements que nous avons vus ces derniers jours, qui ont bloqué le port, qui ont bloqué la distribution des choses à travers le pays depuis des mois, qui a mené à la situation difficile dans laquelle tous les Haïtiens vivent aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que nous avons, depuis un bon moment, ça a pris du temps, on essayé de mobiliser à pouvoir mettre en place les sanctions que nous venons de voir dans les derniers jours, les dernières semaines, les visas, mais aussi les autres sanctions annoncées la semaine dernière, et bien sûr ce qui vient d'être annoncé hier. En quoi consiste exactement cette sanction? Vous voulez préciser ce qu'on a annoncé hier ou le tout? Non, le tout, le paquet total. OK, non, avec plaisir, avec plaisir. En effet, à l'instant, il y en a 3 différents types de sanctions que nous avons imposées. Mais il y en a des autres qui peuvent être sanctions, je dis entre guillemets, parce qu'ils ont des différents noms. Mais alors, on a fait des limitations de visa qui ont été annoncées par notre adjoint secrétaire d'État, M. Nichols, lorsqu'il était ici il y a 3-4 semaines, qui sont, en quelque sorte, sont en privé, où on a identifié de certaines personnes que nous avons décidé que grâce à les documentations que nous en avions, qu'on décidait qu'ils ne méritaient plus avoir des visas, ni eux, ni leurs membres de famille. Et alors, M. Nichols a annoncé cela. Ça, c'est quelque chose qui est en progrès, qui fait que les concernés sont informés à travers nos services s'ils en ont des visas, que voilà, ces visas sont plus valables et qu'il faut qu'ils se présentent au consulat à essayer ils ont le droit sur nos systèmes de pouvoir présenter les raisons pour lesquelles peut-être ils pensent que nous avons des fausses documentations ou notre jugement est incorrect. Et c'est seulement à la suite de ça que cette interprétation devient permanente. En plus, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas eu une visa, mais grâce à les actes que nous, les tenons comme responsables, on les met dans le système pour que s'ils se présentent, on peut leur dire, désolé, en effet, on trouve qu'il y a certaines raisons pour lesquelles, sous nos lois, on trouve que vous n'êtes pas éligible d'avoir un visa. Alors, il y a ça, d'une côté. Il y a, à part ça, les annonces de sanctions ciblées qui ont été faites. Et la raison pour laquelle on ne dit pas les noms, c'est que sous nos systèmes, dans ces circonstances, on veut que les concernés peuvent présenter des documentations qui peut-être prouvent que nous, on a tort. Et alors, peut-être, ils peuvent gagner le visa. Ça, c'est une côté. Mais il y a, par contre, les annonces qu'on a fait, c'était vendredi, par rapport à sénateur Lambert et sénateur Latortue, qui signalent que nous avons des dossiers très complets, signalant certaines violations de loi qui ont été précisées. Dans ce cas, transport de drogue et des autres choses, nous pensons, sont très convaincants, très bien rédigés comme cas. Et en base de ça, on est en train de cibler soit leur visa, les membres de famille, mais aussi leurs biens et les autres choses qu'ils en ont. Et à contrarier les efforts néfastes qu'ils ont fait dans le passé, que nous trouvons sont en train de miner l'état de droit, la justice, la transparence, toutes ces sortes de choses. Et il faut que je précise, il y a les 2 personnes qui sont nommées déjà, mais il y en a des autres qui viendront. Ça, c'est pas un processus fini. Alors, il y a cette sorte de sanctions et peut-être vos auditeurs, ils ont suivi aussi. On a fait pas mal de cette sorte de sanctions qui ont été déjà faites contre les éléments néfastes dans la Russie et dans des autres pays dans les dernières années. En tiers, il y a ce qu'on vient de déclarer hier et je prendrai quelques instants pour vous le citer parce que j'ai en effet la déclaration faite par notre procureur général, Monsieur Merrick Garland. Il a dit que lorsqu'un citoyen américain est enlevé à l'étranger, le département le département de la justice engagera le plein porté de ses autorités chargées de l'application du droit afin de garantir son retour et en toute sécurité
et tenir pour responsables les auteurs. Comme ces chefs d'accusation démontrent, nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires internationaux et interservices, aussi bien que les services haïtiens, dans le but d'interrompre ces mécanismes d'enlèvement contre rançon qui mettent en danger la vie des citoyens américains et alimentent les gangs violents et nuisant au peuple haïtien. Et j'ajoute qu'en effet, dans ce cas, cette série de, comme on a annoncé hier, comment dirais-je, les récompenses pour les informations qui mènent à ça. On a jusqu'à aujourd'hui, je crois, à travers le monde, avec ces sortes de systèmes que nous avons en place, pas simplement le programme annoncé hier, mais des autres semblables. Il y a 75 criminels transinternationaux, soit par rapport à l'importation des trafiquants, des stupéfiants, les rançons et les autres choses. Il y a 75 criminels comme ça qu'on a interpellés et amenés à la justice aux États-Unis à une frais de 155 millions de dollars en récompense que nous avons versé dans le temps, dans des programmes similaires. Alors, nous espérons que cette sorte de programme pourra mener à justice les concernés qu'on a annoncés hier, mais il y aura encore des autres, au fur et à mesure qu'on annoncera dans tous les 3 différents programmes. Et il y a d'autres sanctions qui pourront venir, mais je ne touche pas sur ça pour l'instant. Au moment où nous parlons, vous parlez de ceux qui ont été nommés, mais aussi des membres de leur famille. Il y a combien d'Haïtiens à peu près sous sanctions, visa coupés et des gens dont les têtes sont mises à prix? C'est une question qu'il faut que j'admette. J'ai pas un numéro en tête précis si on compte tous les membres de famille et tout le reste, mais il y en a pas mal. Ça s'est pas arrêté. Il y a des autres en processus et comme peut-être vous avez constaté, on est en train de travailler avec nos partenaires. Les Canadiens aussi, on a annoncé des différentes sanctions contre les personnes vendredi. Et il y a d'autres choses qui viendront. Mais vous donnez une précision exacte. Et je suis pas dans une position, je pourrais faire je crois pas c'est à moi de mettre un numéro là-dessus. Mais il y en a plus qui vont être annoncés. Ça viendra. Et c'est pas quelque chose qui sera rapporté dans des mois ou des années. Ça, c'est quelque chose qui va progresser peu à mesure dans le plus ou moins proche avenir. D'accord. Comment peut-on passer, monsieur le chargé d'affaires, d'amis des États-Unis qui reçoit la visite du chargé d'affaires à quelqu'un sous sanction? Je parle du cas de monsieur Lambert, qui était un ami des États-Unis, à qui vous avez rendu visite comme président du Sénat il y a quelques mois, et maintenant il est dans la liste des sanctionnés. Comment passe-t-on d'amis des États-Unis à sanctionner par les États-Unis? Non, je comprends bien. Vous savez, c'est pas une question d'être ami ou ennemi. C'est plutôt une question de nos systèmes de justice qui poursuivent des détails que nous trouvons, qui poursuivent des cas que nous pensons être là. S'il y a des déclarations faites, peu et par mesure, on essaie de viser. Et en plus, on veut maximiser la possibilité d'avancer l'avenir d'Haïti parce que nous voulons tous voir des élections qui mèneront à une réinstitution des élections de la démocratie avec un président élu et toutes ces autres choses. Alors, en visant le panorama, disons, des acteurs haïtiens, des réalités de ceux qui jouent une situation dans la réalité courante, on était en train de voir qui, par rapport à ces acteurs, s'il y a des cas, et il y en aura des autres, qui sont impliqués dans des documentations que nous avons vues dans le passé, qui peut-être sont des personnes qu'on peut identifier à essayer de bouger les choses dans la bonne direction. Et en ce cas, de dire ennemi ou autre, ça c'est pas quelque chose qui est arrivé avant hier, mais on est arrivé à un stage de notre département de justice a dit oui, on pense que voilà, on a un cas très compliqué, très élaboré, très convaincant. Et alors, vu cette situation, on a décidé qu'il faut qu'on annonce que voilà, on prend des sanctions contre le sénateur Lambert. Il y aura des autres, mais c'est pas une question d'ennemi ou ami à un certain temps. On traite avec les gouvernements, des fonctionnaires des gouvernements, mais si on trouve une situation dans laquelle on trouve qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles un certain est trouvé un autre point de vue comme coupable de certaines choses qui disent que nous on peut plus traiter avec, on le déclare. C'est ça qui s'est présenté maintenant avec les deux concernés qu'on a annoncé vendredi. Et comme j'ai dit, il y aura des autres dans l'avenir. Alors, voilà, c'est ma réponse pour l'instant là-dessus. Merci. D'accord. Les sanctions, c'est une sentence judiciaire ou bien c'est une décision politique? Ça, c'est une chose, il faut dire qu'il y a, le gouvernement américain, elle a ses capacités. Il veut dire qu'à un certain niveau, évidemment, il y a un calcul de qui on peut pas être en train de sanctionner
on n'a pas le moyen d'être en train de voir tous les différents cas à la même instant à voir. Alors, il y a une revue de ces choses, mais on essaie d'identifier de certains individus où, en faisant les processus qu'on vient de faire, que ça mènera à une circonstance qui va faire progresser la conjoncture politique. Et alors, dans la situation, étant donné notre intérêt à ça, on regardait tous les cas possibles. On a décidé de procéder sur ces cas, mais c'est une combinaison des deux. Parce qu'évidemment, même si on avait des inquiétudes par rapport à certains acteurs, s'ils sont des acteurs qui sont propres, qui n'ont pas des choses dont on peut dire que voilà, ils ont fait des choses néfastes en avançant la criminalité, à miner comment dirais-je, l'état de droit, la transparence, à continuer comment dirais-je, à miner la justice dans le système haïtien. Si on trouve que même si ça c'est le cas, s'il n'y a pas des choses criminelles à laquelle on peut pas l'avancer sur le plan judiciaire. Dans ces cas, on a trouvé bien qu'il y avait des raisons légitimes à laquelle on pouvait le faire, et alors on a procédé. Alors c'est un peu des deux après tout. Dans le passé, les gens accusés de trafic de drogue en Haïti ont été arrêtés, ont été extradés aux États-Unis. Cette fois aussi, on va jusqu'à ça, on ira jusqu'à ça? Je ne peux pas parler pour notre département de justice. Évidemment, dans les 3 cas qui ont été annoncés hier, ces sortes de choses, il y a pas mal d'évidence à travers le monde que nous, on poursuit ces choses. Et fur et à mesure, il se peut que ces individus se présenteront aux États-Unis d'une façon ou une autre à travers nos amis, des partenaires qui pourraient les arrêter, ou soit peut-être à travers des autres moyens, qui sait. Mais après juger comment on va progresser dans certains cas, par rapport les sanctions qui ont été annoncées par rapport aux autres, à ma connaissance, c'est pas tellement fréquent que nous essayons d'intervenir, mais on identifie certains individus, comme on a fait avec les Russes, et on essaie de bloquer leurs biens, on essaie de les impacter à travers leur famille et tout le reste pour influencer leurs décisions, leurs perceptions, comment procéder. Il y a une différente qualité lorsqu'on a, comme les 3 individus nommés hier, lorsqu'ils ont pris des actions contre les citoyens américains directement, et on essaie de prendre action contre eux. Alors, ce sont des différentes choses. Alors, concernant ceux dont les têtes ont été mises à prière, les observateurs haïtiens disent, enfin, il ne faut pas enlever d'Américains, mais vous voulez enlever les Haïtiens. Non, c'est d'enlever des Américains. S'il y a des Américains qui commettent des crimes, et je crois que j'ai mentionné ça dans un des entretiens que j'ai fait dernièrement, ou peut-être même le petit pièce que j'ai fait en créole la semaine dernière, s'il y a des entités américaines qui sont en train de faire des choses qui sont illégales par rapport à la situation haïtienne, aux violations de nos lois proprement aux États-Unis en faisant des fraudes, peut-être l'exportation illégale des armes et autre chose, ils feront face à la justice américaine aux États-Unis s'ils sont des citoyens américains. Et s'il y a des citoyens américains qui commettent des crimes, et il y a eu l'expérience ici dans plusieurs autres pays, si en fin de compte ils sont arrêtés par des autorités locaux, ils ont commis des crimes, on essaie de les faire extradier aux États-Unis pour qu'ils fassent la justice contre les corps américains vu les crimes qu'ils ont commis en tant qu'Américains. Alors oui, on pourrait enlever des citoyens américains. Il y a des histoires où on a fait ça. Le sens de la question, c'était, vous avez mis à prix seulement les chefs de gang qui avaient enlevé des Américains. Ceux qui enlèvent des Haïtiens, pour le moment, et personne n'en parle. Non. Il y a des différentes sanctions qui peuvent être prises contre les différentes personnes. La sanction, comme on a parlé de 3 différents systèmes de sanctions que nous avons mis en place pour l'instant, annoncés. Alors, ça fait celle hier, directement les choses vous venez de citer. Lorsqu'ils ont fait des actes contre des Américains, et alors ils sont ciblés grâce à les lois qu'on a utilisées hier pour faire les annonces qu'on a fait. Il y a des autres lois et des autres moyens que nous essayons de cibler les autres acteurs criminels qui sont en train de miner la stabilité haïtienne, et ça va se présenter dans l'avenir, être nommé comme par exemple, il y a Barbecu, il y a des autres que nous allons continuer à essayer de cibler, annoncer fur et à mesure dans le temps. Mais c'est pas simplement s'ils enlèvent des Américains, s'ils commettent des crimes et ils sont en train de déstabiliser l'état de droit et renforcer l'impunité qui existe ici malheureusement, c'est les sortes de choses que nous allons cibler à travers des autres moyens, mais pas expressément la loi qui a été appliquée. La prolifération des gangs en Haïti est beaucoup liée au fait qu'à partir des États-Unis, on a envoyé beaucoup d'armes et de munitions en Haïti. À un certain moment, il y a eu une déclaration, les douanes américaines essayaient de contenir l'envoi d'armes illégales vers Haïti. Est-ce que cet effort continue? Est-ce qu'il y a eu des saisies? Est-ce qu'il y a des poursuites aux États-Unis pour ceux qui essaient d'envoyer des armes en Haïti?
Absolument. Je reconnais, et c'est malheureux, que la massive majorité des armes illégalement importées en Haïti sont malheureusement de l'origine des États-Unis. Nous, on est en train d'essayer de redoubler nos efforts pour contrôler ce fléau, d'identifier ceux qui sont impliqués dans ce trafic et de faire le nécessaire pour que ces gens soient amenés en justice. Et en même temps, nous sommes en train d'essayer de travailler avec les différents moyens que nous avons en partenariat avec la HNP et aussi avec les autres éléments du gouvernement haïtien à redoubler les efforts à contrôler cela ici de la côté haïtien dès que ces armes sont arrivées ici, soit de les saisir à l'arrivée, soit de pouvoir renforcer les capacités de les ramasser même s'ils sont déjà pénétrés dans le pays. Ça prend du temps, mais c'est un parti des efforts d'engagement que nous poursuivons avec la HNP à l'heure. La situation se dégrade depuis des mois en Haïti. Mais on remarque que ça fait peut-être 8 semaines depuis que les États-Unis changent le ton et changent les initiatives. C'est un changement de politique envers Haïti? Je ne dirais pas oui. En effet, c'est une continuation de la politique. Une grande chose qui a changé, c'est que, vu la situation du choléra, vu la situation de blocage de port, qui est quelque chose de neuf par rapport au carburant et les autres choses, le gouvernement en place haïtien a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse quelque chose pour assister, pour qu'on puisse s'adresser directement à la réalité du choléra qui était en train qui continue d'ailleurs, de se répandre à travers le pays et de pouvoir cibler les choses que le gouvernement haïtien alors n'avait pas la capacité de renverser et changer. Et alors, c'est ça qui a changé. C'est pas la politique américaine qui a changé. Nous, on a eu un engagement depuis très longtemps à voir avancer les choses sur le plan politique, de trouver, pas de trouver, mais d'encourager les acteurs haïtiens à ce qu'ils trouvent un moyen à l'haïtien de s'avancer les affaires politiques. Et nous, on était là et on reste là avec les autres partenaires à accompagner ce processus. Mais la chose nouvelle qui s'est introduite, c'était cette réalité des criminels qui bloquaient en soutien avec certains éléments qui profitaient de la marché noir, des autres choses, qui ont décidé en effet, d'étrangler le peuple haïtien et le pays en bloquant la distribution de carburant. Et en même instant, vu la croissance, la réapparence tragique de la choléra dans le pays, ils étaient en train de mettre en question la vie même des milliers d'Haïtiens. Et alors, dans ce contexte, nous, on a décidé qu'il fallait faire plus et à la réponse, en répondant à l'appel fait par le gouvernement haïtien, on a pris les dispositions qu'on prend et on travaille toujours avec nos partenaires à les Nations Unies à pouvoir essayer de s'avancer, à voir comment nous pouvons progresser, à faire une réponse plus solide et concrète à la demande faite par le gouvernement. Mais ça dépend toujours des réalités à New York et les décisions prises à les Nations Unies, de voir exactement comment nous et les autres partenaires pays amis d'Haïti vont répondre à la demande de l'utilisation de force pour assurer la sécurité et rassurer les conditions nécessaires pour qu'on puisse avancer à traiter le choléra, aussi à s'adresser à la crise humanitaire que touche tous les Haïtiens à travers le pays. Et alors, il y a deux différentes choses qui sont là et je ne vois pas que c'est inconsistant. OK. Les États-Unis et le Mexique portent une résolution à l'ONU, justement au sujet de la force armée spéciale, et après la demande du Premier ministre. À l'ONU, le projet de résolution avance ou bien il est abandonné? Il y a deux résolutions. Il y a la résolution sur les sanctions, que vous savez bien sûr a été saisie et ça s'avance. Les discussions se déroulent à New York. Je sais qu'il y a des discussions qui se déroulent. Au premier plan, il y avait des discussions et c'est bien compris que le peuple haïtien et Haïti ne veut pas voir encore une PKO, comme on a vu avec le MINUSA ou autre chose. On veut voir quelque chose de différent. Et on comprend bien ça. Et vu les réalités, il y a des discussions qui se déroulent par rapport à l'autorisation d'en avoir une résolution qui, en quelque sorte, qui bénisse dans le nom des Nations Unies une force multinationale des pays amis d'Haïti, probablement, à notre point de vue, probablement une force mixte d'assistance policière, aussi bien que peut-être quelque chose de plus qui pourrait assister par rapport à cibler les gangs. Mais ça reste à voir dès qu'on sache exactement ce que c'est que les Nations Unies vont autoriser, parce que pour nous et les autres partenaires, ça aussi touche sur la question d'exactement quelle sera la réponse. Et jusqu'à ce qu'il y ait cette résolution, on est en train de faire des discussions avec des amis, mais formellement de faire une intervention ou de faire autre chose, ça attend à voir qu'est-ce qui se passera à New York. Et alors ça continue, c'est pas abandonné. Cette résolution, j'espère bien que ça va sortir prochainement et on va voir qu'est-ce que ça va dire alors pour la réponse américaine, aussi bien que la réponse de tous les autres pays partenaires qui veulent assister à Haïti dans cette période de difficulté maintenant. On a compris que les États-Unis ne voulaient pas prendre le leadership de cette force.
mais on voit aussi que le Canada est en train de reculer depuis quelques jours. Je ne sais pas. Je ne veux pas caractériser les discussions dont moi je ne suis pas partie prenante directe. Ça, c'est entre les différents capitaux et c'est pas simplement les États-Unis et le Canada qui sont impliqués. Il y a plusieurs pays du monde qui s'impliquent et qui s'intéressent à l'avenir d'Haïti, qui veulent voir un avenir que nous voulons tous voir en Haïti. Premièrement, en s'adressant à la crise choléra et sécurité, mais au-delà de ça, un rétablissement des élections démocratiques à travers un système de consensus et inclusivité qui va mener à voir l'Haïti que nous voulons tous voir. Alors, je ne pourrais pas qualifier exactement comment ça se déroule, mais Canada, après tout, comme on a vu avec notre assistance, a amené les blindés qui ont été achetés par le gouvernement haïtien en main avec nos amis canadiens. On a fait cela. On a fait l'annonce de nos sanctions dernièrement vendredi, main en main avec les Canadiens. Alors, ils sont un grand partenaire ici. Et on continue de discuter avec eux, mais pas simplement eux. Et discuter exactement comment ça se déroule, où ça va finir, ça ne sera pas à moi de le dire à l'instant. Concernant les blindés, il y a le Basket Fund pour la sécurité annoncé depuis janvier, mais les États-Unis paraissent réticents à contribuer à ce Basket Fund. Vous avez donné très peu d'argent jusqu'à présent pour le Basket Fund, et il était question que les États-Unis recrutent, font le vetting et aident la PNH à monter une force spécialisée, mais ça aussi, on voit que ça traîne. OK, le Basket Fund et comment ça s'avance par rapport aux Nations Unies, c'est pas une question directement qui fait de sens pour moi. Nous, on a fait une cotisation de 3 millions de dollars envers le Basket Fund et il y a les Canadiens qui ont versé, je crois que c'est 6 ou 9. Il y a 2 autres pays qui sont en train de verser. Ça, c'est un appel en cours. Mais en même temps, notre assistance avec la PNH est très grande. Elle a redoublé dans les dernières années. Mais il faut comprendre que la PNH, par rapport aux autres services de police dans le monde, est très, très petite par rapport à la population haïtienne. C'est un des grands problèmes qu'ils en ont. Parce que vu la population d'Haïti, vu la taille du pays, la police est parmi les plus petites par rapport à la population dans le monde, qui fait qu'ils doivent construire, en avoir plus d'effectifs, avoir plus d'équipements, de formation, engagement et tout le reste à contrôler, à donner la société, la sécurité qui est nécessaire pour avancer le contrat social, le bâtiment des institutions et tout le reste que tout le monde sait sont nécessaires pour l'avenir d'Haïti, pour qu'Haïti peut devenir prospère et peut arriver à atteindre les objectifs que nous voulons tous voir pour le peuple haïtien ici. Alors, cela étant dit, nous, on continue le partenariat avec le PNH. On va continuer à augmenter nos assistances dans les moyens que nous avons. Un des problèmes que nous avons, c'est en réalité que notre gouvernement américain, c'est pas un problème, mais une observation que je ferai plutôt, c'est que comme plusieurs pays, on a l'exécutif dont moi je fais partie et nos partenariats avec le HNP, c'est parti, mais il y a la législative, il y a la judiciaire. Alors, dans le cas, dans la législative, nous, aux États-Unis, on a des lois qui nous expressément défendent de fournir des armes et des matériaux létals contre à des éléments de sécurité haïtiens. C'est pour ça que nous ne sommes pas en train de donner directement des armes. Il y a des pays qui assistent, mais les États-Unis, on est bloqué par nos propres lois, qui fait qu'on est en train de faire les formations, fournir des autres équipements et les tenues, comment dirais-je, les body armor, les autres choses qui protègent les membres de la police nationale lorsqu'ils sont en train de faire leur travail, mais les armes elles-mêmes, nous on peut pas fournir. Ça dépend d'autrui, et aussi bien du gouvernement elle-même qui a acheté les chars qui sont venus, les blindés, et qui achète des autres matériaux qu'ils utilisent. Mais on augmentera nos participations et on espère encourager et continuer le partenariat avec les autres partenaires qui soutiennent aussi de leurs différents moyens de HNP. Mais ça va au-delà de ça, et je veux souligner que pour vos auditeurs, c'est pas simplement du soutien envers la HNP. Le volet de soutien du gouvernement américain, du peuple américain envers Haïti est très, très grande. Ça incorpore depuis très longtemps et ça continue par rapport au SIDA, par rapport au paludisme, par rapport à toutes sortes d'autres choses qui se déroulent dans le pays. On a des participations assez larges et on va continuer cela à assister le peuple haïtien et on espère bien de s'en sortir de la crise dans laquelle on est, de pouvoir assister à bâtir et rebâtir les institutions de l'État et les autres choses qui sont nécessaires pour l'avenir de Haïti, pour la jeunesse haïtienne, qui est le but pour toutes nos participations à mener l'Haïti à la démocratie et à travers les élections pour un président élu et une assemblée et tout le reste de choses qui malheureusement sont en suspens pour nous.
Alors, la dernière question, monsieur le chargé d'affaires. Les États-Unis supportent le gouvernement d'Ariel Henry depuis le début. Le corps groupe avait même aidé à l'installer comme premier ministre à la place de Claude Joseph. Le sous-secrétaire d'État Nichols a expliqué que sa principale réussite a été d'augmenter les prix de l'essence. Jusqu'à quand vous allez continuer à soutenir M. Henry? Je crois que je ne peux... il faut que je fasse une petite correction. J'ai eu cette question dernièrement. Lorsque adjoint secrétaire Nichols a parlé, je crois que c'était à National Public Radio aux États-Unis, il a cité que nous, on trouvait que la justification de pouvoir éliminer les subventions d'essence, ça faisait un certain sens. Et il faut souligner que c'est pas pour ça qu'on soutient un gouvernement ou un individu. On est partenaire avec le gouvernement ici en essayant de traiter les crises qu'Haïti est en train de survivre. Ça veut pas dire qu'on soutient un contre un autre. Ça veut dire qu'on travaille avec un gouvernement en place. Revenons sur cette question du carburant. Après tout, c'est pas les Américains, c'est toute la communauté internationale, aussi bien les bailleurs de fonds, qui ont été d'accord que les subventions qui étaient en place étaient insoutenables. Mais le fait, c'est que, basé sur ces subventions qui étaient en place, il y avait deux choses qui étaient en train d'apparaître. Il y avait un marché noir très basse, essence qui était destinée, payée par le gouvernement haïtien avec son subvention, qui disparaissait à travers la frontière dans la République dominicaine et enrichissait certains éléments de la marché noir haïtien que tout le monde est au courant, qui étaient munis par certains éléments très haut placés dans le secteur privé, qui étaient en train de tirer un profit de ça. En même temps que ça niait à la population haïtienne d'en avoir l'essence et le carburant que le gouvernement était en train de payer à essayer de fournir. Alors, il y avait cet côté. De l'autre côté, il y a le fait que ces subventions étaient en train de miner toute capacité du gouvernement à faire autre que de subventionner l'essence, qui a fait qu'elle ne pouvait pas payer les salaires, elle ne pouvait pas élargir les différents programmes sociaux, elle ne pouvait pas avancer les sortes de choses dans un contrat social que tout gouvernement devrait être capable de faire et fournir à son peuple. Et alors, c'était une situation insoutenable. Et alors, en même temps, je veux souligner pour vos auditeurs, il y a nos calculs que 70% des véhicules dans le pays, ce sont des véhicules privés qui appartiennent à des personnes qui auront bien pu payer les frais de pouvoir payer l'essence à le frais qui était dans le monde. Il faut savoir que le frais chargé à la pompe ici avec les subventions était plus petit par gallon que n'importe où dans l'hémisphère de l'Ouest, qui est insoutenable. Alors, par contre, il y a la réalité que le même programme annoncé par le gouvernement juste auparavant qu'il y avait le blocage au port qui a mené à tout ce qu'on a vu depuis les 6-7 semaines était de pouvoir faire une subvention pour le transport public, de faire des subventions, continuer des subventions pour les personnes qui dépendent de le transport public et qui dépendent aussi les camionneurs et tout le reste qu'il faut dépendre du fonctionnement de ravitaillement à travers le pays et tout le reste. Ça allait continuer une subvention. La subvention a été ciblée à gagner cet argent nécessaire pour que le gouvernement puisse avancer à financer les hôpitaux, les écoles, tous les autres services qui sont normaux, qui ne pouvaient pas faire, au moins que tout l'argent qu'ils gagnaient était en train de finir à faire les subventions de l'essence. À contraire, il y a l'autre côté qu'ils étaient en train de renforcer la douane. Pour que la douane, comme tout le monde, il y avait, le sache ici en Haïti, il y a une longue histoire d'impunité à la douane dont il y avait des éléments très riches, très capables, très déjà enrichis de combien de générations, qui étaient en train de gagner des fortunes en ne payant pas les douanes nécessaires à la douane. Et alors la douane a été renforcée, le gouvernement en place a essayé, avec l'encouragement de nous et tout autre partenaire, essayer de pouvoir augmenter les recettes à la douane. Et ça aussi a impacté les mêmes sortes de familles qui étaient en train de profiter à travers le marché noir. Et eux, ils ont dit, OK, on a assez. On va être en train d'étrangler le peuple haïtien en insistant à ce que voilà, vous remettez notre impunité là à la douane, vous remettez notre capacité de gagner à le marché noir et on va cesser de bloquer le port. Et on va cesser de payer le barbecue et tout ça. Ça, mon analyse de la situation. Exactement pourquoi ça s'avance maintenant à la porte, on peut se demander, mais ça reste toujours un problème et je veux souligner que le fait que peut-être le port va ouvrir, j'espère bien que ça c'est le cas pour toutes les raisons évidentes, mais rien n'empêche qu'il y a toujours l'insécurité qui est là au-delà de le port. Si on ouvre le port et on peut pas transporter l'essence et le carburant à travers le pays, ça résout toujours pas le problème. Ça reste toujours à la merci de ces influences néfastes que nous voulons cibler, qui bloquent parce qu'il y a l'établissement de l'état de droit, la transparence, le fin de l'impunité. On base les réalités qui peuvent mener à des élections transparentes, libres,
démocratiques qui peuvent mener à un président élu, à l'Assemblée et réétablissement de toutes les institutions de l'État que nous voulons tous voir à travers le gouvernement de transition en place qui dit aussi que c'est que ça qu'ils veulent voir. Alors nous voulons essayer d'encourager, ça prédate la crise courante, encourager à tous les Haïtiens qui sont partie prenante à trouver une façon inclusive et compétente de pouvoir arriver à un compromis qui peut avancer l'avenir d'Haïti et à laquelle nous, la communauté internationale, peut marcher avec vous à avancer ce processus. Parce qu'on sait bien que ça doit être une solution à l'haïtien. Solution qui vient de l'extérieur ne va jamais régler quoi que ce soit. On a vu ça à travers l'histoire haïtienne. On comprend bien que ça, c'est le cas. Mais à vouloir aider un ami qui a besoin dans une cas de espèce, c'est à ça que nous essayons de faire la réponse maintenant. Nous, on a fait les sanctions qu'on a fait. On va continuer à faire plus et on sera là. Et on va continuer à essayer d'accompagner le peuple frère haïtien à avancer à l'avenir dont elle a droit. Et vous croyez que ce vaste programme va être réalisé par le gouvernement Henry ou bien par un gouvernement haïtien? Le programme, c'est quelque chose que les gouvernements changent. Alors, ça doit être un commitment de n'importe quel gouvernement qui sera en place ici, d'avancer l'avenir des Haïtiens. Comme chez nous, il y a les élections aujourd'hui. Il y a des gouvernements qui peuvent changer. Et alors, au fur et à mesure, ça peut avancer. Mais ça peut pas changer s'il y a une culture d'impunité et de non-gouvernance, comment dirais-je, une manque de transparence, une manque de bonne gouvernance et une manque de l'état de droit. Sans qu'on réétablisse ces sortes de choses, je ne sais pas où ça finisse, mais on est tous au courant que ça sont des choses qui sont nécessaires. Il y a certains éléments pour leur propre bien sont en train de militer contre cela. Et c'est à nous, la communauté internationale, d'essayer d'aider à déplacer ces éléments qui sont en train de bloquer cela pour que les éléments de bonne volonté à travers le pays peuvent se rassembler, avancer les choses dans l'avenir à laquelle nous espérons tous. Des ministres du gouvernement Henry ont été sanctionnés, leur visa a été coupé, mais ils sont encore ministres. Comment vous vivez ça? Comment je vis ça? Les États-Unis. Non, c'est une réalité. Nous, on a pris des décisions. Comme j'ai dit, ces annonces, ce sont des annonces qui ont... nous, on n'a rien nommé. Ces personnes peuvent faire la réclamation qu'ils veulent. Nous, on a les raisons pour lesquelles on a pris nos décisions. Ça, c'est entre nous et les concernés par rapport aux visas. Et le gouvernement, elle peut prendre ses décisions. Elle est un gouvernement souverain. C'est pas nous qui contrôlons. Et on va voir où ça mène. En principe, au moins qu'ils sont là, on traite avec des éléments de différents gouvernements, même si on a des problèmes avec eux à travers le monde. Mais il n'empêche que s'ils sont toujours des fonctionnaires du gouvernement, on est obligé de continuer à travailler avec, parce qu'on travaille avec des éléments du gouvernement. Et si le gouvernement haïtien décide de prendre des dispositions là-dessus, basées sur nos décisions ou autres raisons, ça c'est pour le gouvernement haïtien de décider. Merci beaucoup, M. Stomayer. Ça a été un plaisir. C'était un plaisir. J'espère bien qu'on pourrait se rassembler encore une autre fois, peut-être dans des circonstances meilleures. Mais je vous souhaite une bonne continuation à vous et toute l'audience. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo. Nous et moi pile. Ciao, ciao. À la prochaine.